Bien, bah, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Hein. Tout le monde n'est pas arrivé. On va pouvoir commencer. Il y a certainement le Coran. Vous êtes habitués là. C'est toi le secrétaire de séance. Et donc je te propose de faire l'appel. Bonsoir à tous. Alors, Patrick Dufont. Présent. Maurice Olivier. Présent. Fabienne Josse. Présent. Jacques Lipizinski. Chantal Nicolas. Présent. Pierre-Jean Jarnot. Présent. Guylaine de Givray. Présent. Jean-Claude Jumel. Présent. Elisabeth Derval. Présent. Stéphane Simon, absent, donne pouvoir à Maurice Olivier. Bernard Roger, absent, donne pouvoir à Alain Hervé. Alain Hervé. Oui, présent. Christian Gaveau. Présent. Jean-Michel Barrault. Présent. Monique Garot. Présent. Marie-Annick Nicolazo. Présent. Thierry Ligné. Présent. Anita Congelat. Présent. Martine Torcheux, absent, donne pouvoir à Guylaine de Givray. Hélène de Roc. Présent. Aurélie Denoël. Frédéric Brien. Pour 5 minutes. Pour 5 minutes. Ouais. Rosanne Éluard. Parfait. Arrivé. David Foineau, je suis là. Aurélie Chaton, absente, donne pouvoir à Elisabeth Derval. Yann Ababou, absent, donne pouvoir à Jean-Claude Jumel. Jean-François Moureau, absent, donne pouvoir à Chantal Nicolas. Gérard Payot, présent. Dominique Guillier, Présent. Guylaine Coudépela, Présente. Daniel Capeta, Présente. Christophe Launay, Oui, présent. Jean-Marie Vallier. Il arrive tout à l'heure. Il va arriver. Voilà. Ok, merci le coordinateur, on va là vraiment délibérer, on va y aller. Le bordereau 2, d'abord. Adoption du procès verbal du Conseil du 24 juin 25, et c'est l'appel de votre part des commentaires, des demandes d'ajustement. Je n'en vois pas. Face au vote, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le bordereau 3, les comptes rendus de décision prise par le maire par délégation du Conseil. D'abord, les décisions concernant le règlement des marchés. D'abord, le premier, c'est une mission de maîtrise d'œuvre pour le renouvellement des eaux pluviales, Paris de la gare. Titulaire Artelia pour 34 875 € hors taxe. L'exploitation du chauffage et bâtiment de la ville qui est attribué à Simon Concept. Marché de 4 ans sur un montant total de 152 060 €. Les travaux d'entretien et voirie, un avenant numéro 1 à Colas, augmentation du montant, je dirais, du marché de voirie sur l'année 2025, montant initial 300 000, on y rajoute 35 000 € supplémentaires. Ensuite, mission de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la création de l'école Jules Verne, un avenant sur la Seine-Braise, simplement relatif à une modification de son acte d'engagement sans incidence financière. Ensuite, adhésion à la centrale d'achat du numérique et des télécoms, la CANUT, pour une redevance annuelle d'adhésion de 240 € hors taxe. Ensuite, sur fourniture mise en œuvre et maintenance d'un système de vidéoprotection, on a une déclaration sans suite qui a été faite en ce moment. Le début d'attribution a été faite par anticipation au dernier conseil municipal pour des éléments. Et voilà pour cette première. Le groupe scolaire Saint-Exupéry, le lot numéro 1, il y a un avenant à hauteur de 13 829 € hors taxe sur la totalité à l'entreprise Colas, qui correspond au VRD. C'est sur un budget global de 250 000 € hors taxe à l'origine. Le toujours Saint-Exupéry, les ministères extérieurs, dans deux, quelques plus-values et moins-values qui aboutissent à une incidence financière de moins 2736,61. Le Saint-Exupéry, le lot 12 sur la plomberie, un avenant qui induit une incidence financière de plus 8 780 € hors taxe sur un montant initial à 589 000.
Ensuite, location pour l'entretien des postes stockage des illuminations de Noël. On sera attribué à l'entreprise Illumine Bresse pour un marché de 2 ans à hauteur de 84 792 pour les 2 années, je l'ai dit. Ensuite, groupement de commande pour l'entretien des locaux, c'est GSF Celtus Correspond TV qui a marché. C'est un avenant afin de rajouter l'entretien du groupe scolaire Saint-Exupéry. La construction des vestiaires à long terrain, 2 lots. Le lot 9, chauffage ventilation, n'avait pas été attribué, il a été attribué à l'entreprise WEX. Et le lot 10, électricité et courant fort, à l'entreprise SVAE de Pontivy, qui ont été attribués lors du précédent marché. Un achat de tractopelle pour service voirie, reprise de l'ancien pour 162 467 et une reprise à 27 000 €. Maîtrise d'œuvre pour la rénovation du groupe scolaire Jules Verne. 3 candidats ont été admis à déposer une offre dans le cadre de la procédure restreinte. Ensuite, sur le loisir des choses, pas mal de conventions qui vont être passées en revue concernant des associations qui intègrent les CARM. Tout d'abord, l'association culturelle Fleur-Molaise, l'association Bretagne Vivante, Yoga et Méditation, Bridge Club, Club Photo de Pleuhermel, le comité de jumelage de Pleuhermel-Cobb, Fou d'échecs, les Authentiques, les bonsaïs de Lanvaux, toujours dans le bâtiment du Carme. Ensuite, oui, l'association Les Sorties de route. Qu'est-ce que j'ai? Partageons, Patlo 56, Traces d'histoire pour l'avenir du pays de Pleuhermel, l'UTL, Association Italia Morbihan, mais cette fois qui tourne à l'immeuble Le 35, moyennant un financement à 125,75 € par mois. C'est une association à but lucratif. Plémo-Brest, qui est au 35 également, qui est gracieux. L'amicale laïque des écoles publiques à l'école Antoine de Saint-Exupéry. Il y a des salles qui peuvent être mises à disposition justement de quelques structures associatives et on a déjà les demandes dans ce sens. Divièse sur l'école Jules Verne, la salle bleue, qui est très gracieux, bien sûr. Les familles pleuhermelaises, Antoine de Saint-Exupéry, l'éducation les salles également à Saint-Exupéry, les salles bleues également à Jules Verne, la possibilité d'utiliser les salles suivant leurs attentes et leurs besoins. L'IME Les Bruyères sur 2 salles à Jules Verne. Syndicat national unitaire, instituteur, professeur des écoles, FU 56, une salle de réunion à Saint-Exupéry, et les alcooliques anonymes Bretagne au 35. Ensuite, des régies, une institution d'une régie de recettes, cimetière Pleuhermel, institution de régie de recettes, activités culturelles, chapelle des Carmélites, qui a été vue, n'est-ce pas là, et clôture d'une vieille régie de recettes qui traînait, c'était des jetons de camping-car qu'on avait trouvés dans une vieille boîte, auparavant de l'Office du tourisme. Ensuite, simplement, une animation de gré à gré, des sessions de vaisselle et d'ustensiles de cuisine des campings scolaires, dont la valeur unitaire n'excède pas 300 € pour l'association Les 5 Sens, montant un titre gracieux. Voilà. Est-ce que ça appelle de votre part des commentaires, voire des demandes d'explications? Je ne sais pas, premier. Je vais Monsieur Monet. Moi, j'ai juste une demande d'explication par rapport au marché attribué à Illumine Bresse sur les marchés pour les illuminations de Noël. Donc ça veut un petit peu dire, du coup, ça serait pour cette année et l'année prochaine, si j'ai bien compris, l'attribution du marché. Et que ça veut dire que du coup, on abandonne vraiment le fait de faire en régie et qu'aujourd'hui, on prend des entreprises extérieures pour mettre en place ces illuminations. Très juste. Il faut savoir que le coût, à peu près, ça avoisine l'estimation autour des 50 000, 45-50 000 € à peu près par an, en estimation en régie. On avait inscrit 20 000 € en termes d'investissement pour l'achat d'illumination supplémentaire. On va les voir dans l'ADN tout à l'heure que ces 20 000, on pourra les retrouver par ailleurs. Les systèmes en régie, j'y arrive pas.
J'y arrive pas, il nous faudrait embaucher un électricien supplémentaire. Ce sera à peu près ça. Tout ça pour donner une activité, il faut savoir que ça nécessite à peu près 2 personnes qui travaillent 3 mois et demi, à peu près 2 mois avant, 1 mois et demi après, le temps que les enlever, etc. C'est des personnes qui seraient prises de chez nous, on pensait que ça pouvait fonctionner. Bon, ça fait. Au point de vue financier, on se retrouve avec un marché à hauteur de à peu près 85 000 euros, hein, donc sur 2 ans, sur 2 exercices, on est à peu près dans les mêmes gammes de prix. C'est une équivalence financière et c'est surtout quelque chose qui va nous permettre d'être beaucoup plus souple. À partir de là, l'installation va être vue parce qu'on peut avoir des exigences. Je sais que Fabienne pourra mieux en parler que moi, il y a des demandes spécifiques qui ont été faites de façon à ce que l'illumination de Noël soit faite avant le 30 novembre, avant le marché de Noël, des éléments de ce genre. C'était des éléments qui étaient absolument indispensables. La sous-traitance est quelque chose de beaucoup plus souple que la régie interne. Et c'était les mêmes l'année dernière? Ouais. Okay. Même niveau qu'en 2024. Un choix, c'est vrai, on avait dit qu'on aurait fait autrement, je dois le dire, puis on n'a pas fait devant des réalités factuelles. Mais sans incidence financière véritable. Oui, M. Payot. Question portée également sur la même chose. Je ne vais pas épiloguer, je retiens juste qu'auparavant, il fallait 2 ouvriers pendant 1 mois avant et 1 mois après. 2 mois avant et 1 mois et demi moi, après. c'est ce que j'ai obtenu à notre époque. Ça laissait un peu de place. Franchement, je trouvais que le marché était élevé, donc, surtout pour des gens qui viennent des Côtes d'Armor, du Finistère. C'est un peu curieux. Mais bon, je ne vais pas épiloguer. J'avais plutôt juste demandé un petit peu concernant. Il est élevé, mais il y a dedans un investissement. C'est-à-dire que nous, dedans, par exemple, on avait prévu une enveloppe de 20 000 euros hors taxe pour pouvoir acheter des illuminations web. Tous les ans, on renouvelle des illuminations. Dans le cadre du marché, tout est compris dedans. Oui, mais certaines communes fonctionnent aussi par des prêts mutualisent du matériel. On comprend bien que c'est possible. Qu'est-ce que va faire cette société? Forcément, ils vont investir, ils vont faire tourner les trucs. Bon, c'est peu guerre. Non, je voulais juste demander. Il y a 40 000 euros. Il y a 40 000 euros qui vont être consacrés à l'exploitation du chauffage des bâtiments, mais c'est Colas France. Non, c'est, pardon, Maximal Concept, hein, c'est le 036. C'était juste pour savoir, il y a beaucoup de chaudières, j'imagine. 40 000 euros, c'est l'entretien. C'est l'entretien. En fait, c'est maintenance entretien de toutes les chaudières au titre de la fibre. Sur un marché de 4 ans, parce qu'il faut du pluriannuel. Dans les date d'entretien, on a bien entendu qu'il y a maintenance à réaliser. Si on ne prend pas un marché pluriannuel, les cahiers d'entretien ne sont pas tout à fait les mêmes. Parce que c'est du pluriannuel très souvent. Voilà, c'est ce qui a été trouvé comme étant le meilleur rapport qualité-prix. Ça marche. C'est conséquent, hein, 150 000 euros hors taxe sur 4 ans, mais on a aussi bien entendu plusieurs chaudières. Bon, on les a propres, hein, on achète. Hein, je dirais celle de la salle des fêtes, j'espère qu'elle marche, elle est toute récente maintenant, mais quelque part, c'est ça, une fois que l'investissement est fait, on a des contrats d'entretien pour des fonctionnements, etc. Et oui, les services techniques ne font pas absolument toutes ces choses. Il y a plein de choses comme ça connexes qui sont prévues dans le cadre du marché et qui sont eux sont là pour faire une organisation, coordonner des maintenances et des éléments de ce genre, et c'est pas exécuté en interne. Ou alors on a franchement pas cette personne. Spécifique, très spécifique. Oui. Dans le bordereau 72, la reprise du tractopelle, vous notifiez là 27 000 euros, alors que dans le dépassement sur opération inscrite au budget, tractopelle reprise de l'ancien, c'est 25 000. Derrière, on nous dit qu'on a eu une meilleure offre. Ils nous le reprennent un peu plus cher. C'était 25 000 euros. Ouais, on a dû voir. Oui, c'était à 25 000, je crois. C'était 25 000 au départ, ouais. C'est 27 000. Ça, c'est faux. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? On ne va pas. En contact, je vous remercie. On va passer au bordereau numéro 4, Pierre-Jean, sur désaffection des classements de la lupiole.
Ouais, des affectations et déclassements de la parcelle à 33, donc c'est la parcelle où se trouve la Loucotte. Donc l'avis de permettre de faire pour les propriétaires du bâtiment, désaffecté, donc on n'a plus d'utilité aujourd'hui, moins dans le contexte actuel. Elle était donc en arrêté de péril. Donc avant sa fermeture pour des raisons de sécurité, donc le bâtiment il était mis à disposition, c'est vrai, au niveau des associations. Donc l'avis n'ayant pas projet d'inscrire ce terrain contraint, notamment en raison de son étroitesse, qui c'est vrai, n'est pas forcément évident en façade, elle souhaite donc le céder. Donc afin de permettre cette transaction, il convient préalablement de procéder à la désaffectation et au déclassement du bien, qui fait partie du domaine public communal. Donc vu l'avis de la commission urbanisme, il est demandé de constater, de décider, de donner pouvoir à M. le maire en son représentant pour accomplir toutes les formalités nécessaires. Avant la vente, il y a la désaffection. Voilà, donc il y a la vente qui suit derrière, après on a deux bordereaux identiques, enfin, 4 bordereaux identiques. Juste moi par rapport à ça, quel est le coût déjà de la démolition à notre Ouais, charge? le coût de la... On le verra dans le cadre de la session. Bordereau 5. Hein. Voilà, là c'est tout d'abord de la désaffection et déclassement. En premier temps, on va passer administrativement par cette démarche qui désaffecte de l'espace public de façon à pouvoir le déposséder. Des questions là-dessus sur ce premier bordereau? Non? Parce que là, s'il y a des oppositions, des abstentions. Abstention? Oui. Ok, 4 abstentions, je vous remercie. Ensuite, on passe au bordereau 5, qui est la session cette fois-ci. Donc, comme on vient de procéder à la désaffectation et au déclassement, on peut, disons, manifester la vente de ce terrain. Donc, la société Aubati a manifesté auprès de la collectivité son intention d'acquérir ce terrain afin d'y édifier un immeuble collectif à usage d'habitation. Donc, l'offre repose sur un montant de 150 000 € net vendeur. La signature de l'acte de cession pourra intervenir lorsque la clause suspensive sera levée, c'est l'obtention d'un permis de construire purgé des délais des recours. Donc le bien est classé en zone UA au plan local d'urbanisme de la commune, qui correspond donc au centre ancien d'enseignement bâti destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Il fait partie du périmètre de protection des monuments historiques. Donc bien sûr, il y a eu une estimation donnée par les domaines, la valeur vénale des domaines, donc il était à 415 € le mètre carré. Et donc aujourd'hui, la proposition a été vendue à 493 € le mètre carré, ce qui correspond à 150 000 € pour l'ensemble de la parcelle. Donc vu l'avis de la commission urbanisme et des différentes commissions favorables, il est demandé d'autoriser, de désigner et de dire que les frais notaires seront donc à la charge de l'acquéreur et d'autoriser M. le maire et l'adjoint délégué à signer les différents actes. Question? Oui. Du coup, j'en ai deux sur ce bordereau. Donc, le premier, du coup, bon, il y a le prix d'acquisition par la société Aubati, mais quel est le coût pour nous des travaux de démolition? Et la deuxième que j'avais, c'était est-ce qu'on n'aurait pas pu privilégier le fait de mettre un commerce en rez-de-chaussée, puisque c'est vrai qu'on est quand même dans une zone commerciale, on est dans le centre-ville, donc est-ce qu'on n'aurait pas pu exiger par rapport à la société Aubati ce fait-là? Alors, il faut savoir que le coût de la destruction, c'est 110 000. On se donne une marge supplémentaire parce qu'il y aura certainement un petit peu de ravalement, des éléments à faire sur le bâtiment d'à côté, en mesure où ce sera en 150 000 €, c'est le grand maximum de ce que ça va nous coûter. C'est pour ça que la négociation est portée à hauteur de 150 000 € auprès de la société Aubati. On va même proposer un petit peu de laisser à une vente pour l'euro symbolique, hein, et eux prenaient en charge la totalité des frais inhérents à ces éléments. Le choix s'est porté là pour des questions de facilité administrative et autres, etc. Voilà, le sens qu'on s'y retrouve, pas d'argent, mais on n'en perdra pas sur la fin. La négociation première avec ces sociétés avec lesquelles on a réussi à trouver, il faut savoir que quand on a eu connaissance justement de cet arrêté de péril, un arrêté de péril avec nécessité absolue de pouvoir véritablement mettre à bas le bâtiment au regard des dangers inhérents à des fissures importantes. Entre guillemets, ces fissures se sont révélées vraiment importantes aujourd'hui au regard un petit peu des démolitions qui sont en cours.
Voilà ce qui m'a été rapporté, hein, je ne suis pas rentré dans les lieux. Les services m'ont rapporté que, effectivement, Jean-Claude, si tu pourrais ton téléphone, ce serait bien, que les services m'ont rapporté qu'effectivement, il y avait un arrêté de péril qui était à prendre en compte très voilà, le commerce, oui, avec la société avec laquelle on a réussi à trouver, c'était l'idée première. En disant, il faut mettre un commerce, il faut mettre une vitrine en bas, et ensuite des locaux, justement, d'habitation pour pouvoir compléter cette opération. C'est bien que les locaux dans ces lieux, un petit peu réduits, ne peuvent se faire qu'avec notamment du bâti, un petit peu d'immobilier, quelques appartements, vous n'équilibrez pas financièrement. C'est sûr que là-dessus, il y a pour un peu d'argent. Et c'est trop réduit. L'entrée est beaucoup trop réduite pour pouvoir véritablement faire un élément de ce genre, parce que ça veut dire, on a les problématiques ailleurs. Dans d'autres commerces, il y a la vitrine, et les appartements au-dessus sont laissés non pas à l'abandon, mais presque tout simplement parce que l'accès se fait par le commerce. Et ça, c'est un. Donc là, aujourd'hui, c'était pas gérable. La proposition qu'ils nous ont faite dans ce sens-là, c'était l'idée première. L'exigence ne pouvait être véritablement à ce niveau. Voilà un peu la réponse que j'avais à donner là-dessus. Jean, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Je pense que tout le monde prend conscience des étroitesses de l'entrée, et c'est vrai que quand on y ajoute une entrée pour des appartements derrière un petit magasin de vent, je pense que c'est très difficile. Pas très large. Très difficile. Pierre, oui. Oui, alors moi j'ai deux questions également. Moi je me sens ça comme un cadeau à un holding parisien qui est lui-même associé à un holding. Bon. Est-ce qu'il y a une mise en concurrence? C'est une deuxième question. Est-ce que de l'habitat social aurait pu être envisagé? Les bailleurs sociaux auraient peut-être été intéressés par une opération finalement pas trop onéreuse. Les bailleurs sociaux, je les vois défiler dans les bureaux, avec on essaie de les pousser justement à faire de l'habitat social. On a en perspective sur la ZAC, hein, on a déjà, il va y avoir des constructions nouvelles en termes de social. Maintenant, aller refaire directement sur de l'existant, alors vendre quelque chose à tout ça. Les bailleurs sociaux, quand ils construisent, c'est quand on leur donne le terrain. Ça a toujours été comme ça. La vérité aux affaires, monsieur. Vous savez très bien ce qu'il en est. Et quelque part, là, c'est pas tout à fait ce qui peut être envisagé ici. Ce qu'on voulait, c'était véritablement qu'il y ait une réponse. Il fallait une réponse immédiate. L'arrêté de péril, vous savez, on me demandait de démolir, de lancer la démolition dans les 15 jours. Pendant l'été, j'avais ça sur la tête en me disant, si j'avais un accident, monsieur le maire, c'est vous qui êtes en faute, parce que vous auriez déjà dû prendre des mesures très concrètes au regard de l'arrêté de péril pour pouvoir démolir ou alors consolider. La démolition coûtait moins de 150 000 € dans la totalité. La consolidation, juste pour consolider, pour éviter qu'il tombe sur la tête de quelqu'un, mettait 100 000 € en plus. Et vous n'aviez encore rien fait. Le choix a été porté là-dessus. Il dirait c'est vrai. Donc il a fallu trouver, oui. On a lancé un appel à projet, on n'a pas fait un appel à projet européen. On a consulté un petit peu tous je dirais, tous ceux qu'on connaissait dans le réseau, justement, potentiel, voir est-ce qu'on pouvait trouver quelqu'un, et on a trouvé cette perspective. Je ne connaissais pas, je n'ai jamais vu. Ce sont des gens du côté de Redon, je crois que c'est ça. Il y a plein de visites de promoteurs, même de bailleurs sociaux, enfin, un bailleur social. Gérard, tu sais comment il est fait bâtiment, il dépend du côté du crédit agricole, il est vraiment pas du tout évident à exploiter pour rentrer de la lumière naturelle à l'intérieur. Donc, c'est pas simple. Hein. Alors, on pensait justement effectivement même effectuer une opération qui aurait pu être un peu plus zèbre en proposant à ce que justement ces investisseurs négocient avec les voisins. Négocient avec les voisins à côté, avec des potentielles reventes, hein, puisque ce sont des lieux qui étaient en revente potentielle. Ils ont considéré que l'opération n'était pas réalisable au regard un peu des exigences tarifaires qui demandaient à côté pour eux cette époque-là. Ils ont quand même gardé un petit peu peur qu'ils ne s'en contentent pas. Vous savez, à un moment donné, c'est fort possible qu'on était tenu de démolir et qu'on se retrouve avec un espace démoli et c'est tout. Reconstruire pour notre propre, titre propre, c'est sûr que si c'est nous qui faisions quelque chose, de quelque ordre que ce soit,
Il y avait quelques billets de 100 000 supplémentaires qui tombaient et on n'est pas dans les capacités de le faire. Je le rappelle, vous me le rappelez d'ailleurs assez souvent. Bon. Voilà ce que j'avais à répondre. Pas d'autres questions? On passe au vote. Il y a des oppositions. Opposition. 3 oppositions. Une abstention. Une abstention. Je vous remercie. Ensuite, on passe au bordereau 6, acquisition d'une emprise foncière issue d'une parcelle au 48 rue des Tabords. Donc, lors de la construction de la maison d'habitation située donc, au 48 rue des Tabords en 2009, donc, la commune a souhaité acquérir une partie de la parcelle afin d'élargir l'emprise de la rue et ses accotements. Le muret de clôture ainsi que les différents coffrets de l'habitation ont été implantés en conséquence sur le retrait, en retrait de la parcelle. Cependant, la mutation foncière n'avait donc pas été réalisée par acte notarié. Donc il s'agit ici de régulariser cette situation. Voilà, l'emprise foncière, environ 100 mètres carrés, sur un prix de 75 €. C'est un délaissé de voirie, quoi, en fait, qui était là. On regarde. Oui, disons qu'il y a 2 ans, on a dû, ou 3, enfin, il y a peu de temps, on a acquéri la parcelle. C'est un dossier de 2009. Oui, mais on a fait la même chose avec la parcelle inférieure, qui appartient à notre propriétaire. On n'avait pas fait les deux. C'est des vieux dossiers, c'est de la régule. Il y en a. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette acquisition? Principalement Non, je vois pas. protéger les arbres. Protéger les arbres. Même les limites de clôture étaient faites véritablement. Oui, c'est On passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Le bordereau 7, Pierre Chon également. Désaffection et déclassement d'une emprise foncière en vue de sa cession. Rue du Cimetière, cette fois, après du jouet club. Voilà, donc c'est sur la rue du Cimetière. Hein, c'est on passe les deux bordereaux en même temps. C'est pour en profit de la SCI M8. Là, qui a un projet d'habitation et pour bien aligner au niveau du trottoir l'alignement du bâti déjà existant. Donc c'est les maisons, les 7 maisons les unes à côté des autres. Donc vers l'éviter de M. Sorel. Oui. Voilà, ça va faire, disons, un ensemble aligné. Voilà, donc il y a une emprise de très peu. Donc là, le déclassement, on procède à des affectations et au déclassement. On passe avant. Oui, il y a les deux collègues, comme on a vu tout à l'heure pour la Lupiote. Il y a tout d'abord la désaffection des déclassement de l'emprise publique, c'est 150 mètres carrés. Au prix de 128 €. Oui, madame Coudé. Je voulais intervenir parce qu'en fait, cette emprise-là sert de parking, notamment quand il y a des cérémonies au cimetière, quand il y a aussi des événements au centre-ville et qu'il n'y a pas moyen de stationner ailleurs. C'est juste devant, en fait, la marmorerie, enfin Donc c'est vrai que c'est notamment les jours de marché. Donc c'est un parking en moins pour accéder au centre-ville. Ouais, avant, il y avait des espaces donc, de monsieur Ménager qui étaient en bas, dont M. Serral avait acquis la parcelle. Après, on peut penser que dans un alignement de bâti, c'était un peu plus judicieux de céder ce petit morceau-là. Ouais, quelques logements sont pris, on est sur le terrain privé, il y a 150 mètres carrés, c'est imaginez-vous que le reste appartient à M. Sorel. Permis de construire un bâtiment en façade sur cet espace, il n'était pas de voiture non plus. Ah, s'il construit là, s'il construit à l'intérieur, une voiture. Il y aura toujours la place pour stationner là. Voilà, c'est la densification en centre-ville ne passera pas sans des éléments de ce genre. On passe au vote pour cette désaffection et déclassement. Est-ce qu'il y a des oppositions? Une opposition, des abstentions. Je vous remercie. On passe à la cession de cette emprise foncière au cimetière. Cession. La cession, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure. Effectivement, excusez-moi, la cession qui se au prix de 128 € le mètre carré. On n'est pas, c'est pas une cession qui sont gratuits, c'est un prix tout à fait normatif de ces espaces. Voilà. Donc, je passe au vote directement avant que vous ayez une intervention. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions à la cession?
Donc, Une opposition. je m'abstiens. En conformité, oui. La désaffection, de toute façon, elle est faite. Non, mais je respecte complètement. Elle J'attendais est faite de toute façon. Donc voilà, après, on est plus sur le même schéma. Des abstentions. Donc, abstention. Ok, merci pour le reste. Le bordereau 9, on va passer à une concession de servitude de réseau électrique au domaine de l'étang, près du spa du roi Arthur, c'est bien ça, Christian Lévaux? Oui. Voilà. Oui, c'est un bordereau qui est fait pour une servitude de passage suite au remplacement du câble électrique qui alimentait l'hôtel du roi Arthur. Compte tenu d'une augmentation de puissance, on a été amené à avoir un câble supérieur, donc une servitude de passage. C'est sur une longueur de 136 mètres de long. C'est en remplacement du câble existant. Et donc, il n'y a rien à la charge de la commune. Tout est pris en charge par l'Ulysse. Donc, il est simplement demandé au conseil municipal d'approuver la constitution d'une servitude de passage de tréfonds au profit de la société Ulysse sur les parcelles cadastrées XC 452, XC 486 et XC 664, au lieu dit le domaine de l'étang, dans des conditions mentionnées. De dire que tous les frais afférents à cette affaire sont à la charge de la société Ulysse, d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte de constitution de servitude et toutes les pièces à intervenir dans ce dossier. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette servitude de réseau? C'est classique sur le domaine public. Face au vote, il y a des oppositions, des abstentions. Je ne vois pas, je vous remercie. Le bordereau 10, les travaux d'entretien de voirie, on a une attribution de marché pour un programme. Jean-Claude Jumel. Donc, la commune de Portmel doit régulièrement aménager et entretenir sa voirie afin de la maintenir en bon état d'usage, notamment pour son utilisation pour les administrés. C'est dans ce contexte qu'il a été décidé de renouveler l'accord cadre à bon de commande portant sur les travaux d'aménagement d'entretien de la voirie. L'accord cadre est conclu pour une période de 1 an, à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026, renouvelable 3 fois. La durée de chaque période de la reconduction est d'1 an. La durée maximale du contrat, toute période confondue, est de 4 ans. La procédure de passation utilisée, la procédure adaptée ouverte, elle est soumise aux dispositions des articles, je passe, du Code de la commande publique. L'accord cadre avec un minimum et un maximum est passé en application des articles du Code de la commande publique, qui donnera lieu à l'émission de bons de commande. Le montant des prestations pour chaque période annuelle de l'accord cadre est défini comme suit. Minimum 50 000 €, maximum 334 000 €. Il n'est pas prévu de décomposition en lot ni de décomposition en tranches pour cette consultation. L'avis d'appel public à la concurrence fixé à la date limite au 22 juillet. Le règlement de la consultation prévoyait pour l'attribution du marché que le jugement donne offre à un classement selon les critères du jugement suivant. Prix de la prestation, des prestations. Jean-Claude, je crois qu'on peut se passer dans ce genre d'énumération de tableau. C'est passé directement dans les critères dans un appel d'offres. C'est vu là, où sont présents, bien entendu, les membres des minorités. Il y avait beaucoup de réponses. Il y avait une. C'est super. Une réponse sur les critères de choix, c'est sûr. Donc c'est pour ça que le choix a été compliqué. Donc on a retenu ce. Donc c'est attribué à l'entreprise Colas pour un seul candidat. Voilà, sur ce marché qui représente les inscriptions budgétaires à Paris, c'est sur le marché à bon commande, on appelle ça comme ça, qui évidemment est inscrit pour une hauteur de 400 000 € de TTC. Donc, voilà. Oui, monsieur. Parce qu'il y a eu un petit budget prévisionnel avec, on peut penser sur le mois d'été 17 camping-cars, le mois d'hiver platitude ou 4-5. Et, Précis. Il est pressé d'ailleurs.
Bon, ok, non, c'était sur le marché de voirie, marché de marché en tout cas de voirie. Ok, bon, Je t'en parlais maintenant. Intervention supplémentaire. On va soumettre des oppositions à ce programme. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. On va passer au bordereau 11 sur l'appel à projet pour l'occupation et l'exploitation d'une aire de camping-car. Voilà. Donc, bon, la ville de Pleurmel donc, souhaite confier à une société d'exploitation l'aire de camping-car implantée sur le domaine public, qui sera implantée sur le domaine public. Les investissements des travaux et d'équipements seraient supportés par l'opérateur. À l'issue de l'appel à projet publié par la ville, 2 candidatures ont été réceptionnées. Après avoir rencontré les candidats et au regard des critères d'appréciation des projets, il vous est proposé de retenir la solution 2, à savoir la société Camping-Car Park, qui exploite le site pendant 10 ans. L'investissement porté par la société s'élève à 180 953 €. 17 emplacements seront réalisés avec un tarif, qui n'est pas encore défini, de 13 à 14 €. C'est les moyennes statistiques sur toutes les aires. L'annuité, selon la période. Une redevance sera versée à la ville. Elle comprendra une partie fixe de 2 000 € et une part variable reposant sur un pourcentage de la marge brute du chiffre d'affaires. Donc vous avez les chiffres sur le bordereau. En moyenne, sur 10 ans, cette part variable de la redevance est estimée à 14 000 € par an. La taxe de séjour n'est pas intégrée, sera directement versée à la communauté de communes. Que vous avez? Voilà, est-ce que vous avez des questions concernant ce... Oui, Gérard. Oui, je pense que vous avez peut-être réfléchi aux apports financiers que ça pouvait amener en faisant quelques petits calculs, non? Avec un budget ça rapporte 14 000 € à la ville. Il faut savoir que le marché, la réalisation de cet aménagement pour pouvoir aménager l'accueil des camping-cars, c'est actuellement 180 000 €. Voilà ce que met dans la corbeille que la société qui arrive dans son cadre d'exploitation. Elle a un investissement à hauteur de 180 000 € à peu près. Et ensuite, elle tient son exploitation, c'est-à-dire d'être là pour veiller à son fonctionnement, son bon fonctionnement. 17 emplacements qui ont été gérés là. Comme l'a dit Jean-Claude, c'est des coûts qui oscilleront entre 13 et 14 € la nuitée, parce que quand c'est les prix habituels, je ne suis pas camping-cariste, mais c'est ce qui va être rapporté. Ça va dans ces zonages. Plus, bien entendu, les taxes de séjour qui, elles, sont collectées à part et qui tombent directement dans l'escarcelle de l'intercommunalité, comme il se voit, sur le tourisme. Et on a un retour financier, nous, communes, à hauteur d'à peu près 14 000 €, parce que ça nous rapporte. Plus les 2 000 de forfait ou y compris les 2 000 de forfait? Plus les 2 000 de forfait ou y compris les 2 000 de forfait? Plus les 2 000 forfaits. Des questions? C'est la fourchette haute. Comment? Si ça me semble être la fourchette haute. Ouais, mais voyez-vous, c'est une organisation, soit on le fait nous-mêmes, on fait les investissements, on prend du personnel pour s'en occuper, on fait un tas d'éléments de secours, je suis pas sûr qu'on y arrive à s'y retrouver. C'est pas quelque chose que... Ce genre de dispositif, on le retrouve maintenant dans pas mal d'espaces, sauf ceux qui veulent continuer à le faire tout seul. Là, aujourd'hui, il y a des camping-cars qui se trouvent dans cet espace, qui viennent librement, parce que c'est gratuit. Il y en a aussi un peu de monde, mais parce que aussi c'est gratuit. Mais voilà, aujourd'hui, il faut qu'on fasse ça un petit peu différent. C'est aussi des demandes de concitoyens. Pourquoi est-ce que l'eau là-bas c'est gratuit? Pourquoi est-ce que l'assainissement là-bas c'est gratuit? Etc. Ce ne sont pas des choses extraordinaires, mais c'est aussi des règles d'équité qui doivent être respectées et qui doivent être bien vues dans cet état d'esprit. Moi, je veux juste par rapport à ce bordereau, du coup, vous n'avez pas peur que dans le cadre de la réaffectation du secteur de la gare, qui est une étude à plus ou moins long terme, de mettre ce genre de projet puisse un peu poser problème dans le futur réaménagement du secteur de la gare. Ouais, bon, il est fort probable, mais quand on voit un petit peu les perspectives en termes de réaménagement du futur de l'espace de la gare, aujourd'hui,
cette étude a été menée pour mener à bien, je dirais, la rédaction de notre PLU dans sa révision générale. Dans sa révision générale, on n'est pas à l'aboutissement de la révision générale du PLU, bien loin de là, et derrière tout ça, ça veut dire que ce sont des perspectives en termes de réaménagement de ces espaces. C'est vrai, je peux mettre une contrainte, mais si on anticipe déjà et qu'on se dit, bon là, il faut absolument qu'on verrouille, on sanctuarise parce qu'on ne sait jamais, il y aura peut-être sur le jeu, c'est pas ça. Aujourd'hui, surtout, on regarde un petit peu des nouvelles règles d'urbanisme et des contraintes urbanistiques, notamment des développements sur des terrains non affectés, hein, les zones ENAF, comme ça les appelle. On n'a pas beaucoup d'espace pour pouvoir accueillir des aires de camping-car, hein, à part délocalisés. On a quelques petits parties qui acceptent, notamment du côté du boulevard Laïlec, hein, des éléments de ce genre, mais ça reste très, très sporadique, très, très contenu. Normal, c'est vrai, il n'est pas une ville très accueillante au type des camping-cars. Aujourd'hui, je crois que les aires de camping-cars ont trouvé des espaces de ce côté-là. Je préfère les voir là que sur le parking de Manchester au bord de la mer. C'est pas Gérard? Ok. Oui. Si vous voulez avoir des camping-caristes, il ne faut pas les mettre au bout de la campagne. Hein, parce que... Mais c'est ce que je voulais dire. Moi, je suis bien d'accord. C'est pour ça, c'est pas ça. C'est pas un camp c'est pas un camp d'accueil des gens du voyage. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Il faut les mettre justement dans les proximités. Voilà. Et c'est l'espace qui, à mon avis, peut créer le point de nuisance tout en gardant cet espace complet. Alors, évidemment, on m'a même dit où est-ce qu'on va mettre les manèges forains quand on les reçoit. Il va falloir s'accommoder, quoi. Ils vont rentrer aux chausse-pieds, mais on va y arriver. Quoi. Il faut aussi faire ce genre de choses. Ok, on passe au vote. Il y a des oppositions, des abstentions. Je n'en vois pas. Je vous remercie. Le bordereau 12, Christian Diago pour contribution financière d'Orient Énergie pour des effacements de réseau. Oui, donc on a voulu participer aux travaux d'effacement de réseau de la rue du Roi Arthur, sachant que Enedis prenait à sa charge l'enfouissement des réseaux électriques. Il restait donc le réseau téléphonique et d'éclairage public. Donc la ville a souhaité tout enfouir plutôt que de garder ça en apparent. Et le coût de ces travaux est de 74 300 € hors taxe. Et donc, pour nous, la partie réseau électrique ne nous concernant pas, c'est une opération intéressante pour nous. On aura une rue qui sera propre et en plus en bon état, ce qui lui manque actuellement. Le transfert des ouvrages des réseaux électriques et de télécoms entre le syndicat et les collectivités seront matérialisés par un procès verbal de réception d'ouvrages comme d'habitude. Et à la fin du chantier, les ouvrages et l'ensemble des installations seront rétrocédés à la collectivité et qui en deviendra propriétaire. Et on assurera l'exploitation. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances, des ressources humaines et du système d'information du 17 septembre 2025, après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil municipal d'approuver les travaux sur les réseaux d'éclairage public et de télécom rue du Roi Arthur, mentionnés dans le tableau ci-dessous, d'approuver les conventions du partenariat ainsi que le financement et de réalisation avec Morbihan Énergie portant sur ces travaux. D'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer des conventions correspondantes avec Morbihan Énergie, de dire que les crédits sont inscrits au budget 2025, de donner tout pouvoir à Monsieur le maire ou l'adjoint délégué pour l'exécution de cette délibération. Ok, bon, savoir qu'Enedis a la faculté de pouvoir réaliser des travaux d'enfouissement de réseau, qu'ils le font suivant une programmation pluriannuelle, mais que décident. Nous, on n'est pas là pour demander ici. D'ici, ils ont plusieurs. Alors, les prochains qui nous ont demandé, c'est du côté de la Marfort. Alors, on en profite souvent, peut-être pas chaque fois, mais on en profite souvent, pour enterrer également les fils de téléphonie et de télécom, et puis ainsi que ceux de l'éclairage public. Bien entendu, Enedis prend sa charge la totalité de l'enfouissement pour son réseau électrique,
à nous de financer les autres enfouissements. Pour cela, il y a une petite intervention, au titre petite, une intervention quand même de Morbihan Énergie, qui nous donne 30% du coût des travaux pour l'éclairage électrique. Ça, c'est une convention avec Morbihan Énergie, etc. Par contre, sur les télécoms, c'est à 100% pour le tableau qui peut préciser un petit peu ces éléments. Voilà. Ensuite, par contre, c'est eux qui décident. Je sais que là, ils nous ont demandé, est-ce que vous voulez le faire ici, faire là? Par exemple, je sais qu'il y a la Norfaro, ils nous ont demandé, mais c'est tout de suite, dès qu'ils enfouissent, c'est bien, c'est eux qui financent, mais derrière, il peut y avoir des travaux très conséquents d'un point de vue financier, et on ne peut pas toujours suivre au regard de notre capacité financière des éléments de ce genre. Là, en l'occurrence, ça avait été programmé depuis pas mal de temps sur la route de Arthur, du coup, c'est fait. Gérard Payot. Je veux savoir si c'était toute la rue du Roi Arthur qui est concernée ou seulement après le rond-point de l'hôpital. Non, c'est au niveau du nouveau lotissement. Ah oui, c'est bien ça. Ouais. Donc, Parce qu'il y a pas de Le reste est pas mal en fait. Et la réflexion de voirie est prévue pour l'année prochaine. Ouais. Ce sera plus agréable Il faut refaire, spécialiser les choses. Ok, là-dessus, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. On passe au bordereau 13, c'est là, sur sur la gratuité du RIVBUS, du RIVCAD, pour Saint-Denis. Oui, la Foire Saint-Denis et le marché de Noël. Donc, en effet, la ville de Pleyhermel organise l'animation Foire Saint-Denis le dimanche 19 et le lundi 20 octobre 2025, ainsi que l'animation marché de Noël le vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 décembre. Donc, il vous est proposé, si joint la convention garantissant la gratuité du RIV pour le lundi 20, le vendredi 5 et le samedi 6. Je fais la ville de Pleyhermel s'engage à prendre en charge la perte des recettes du RIV qui sont évaluées à moins de 800 €. Donc, vu, comme à chaque fois on le fait, donc, vu l'avis favorable de la commission finances, il est demandé au conseil d'approuver ce bordereau. Des questions? On l'a déjà fait, de gratuité pour cette semaine. Juste, moi, c'est sur, à coller à ça, sur ces deux événements-là, est-ce que c'est pareil, on fait encore appel à des prestataires privés pour le placement des... SB Marché. Exact, pour les deux, là. Oui. Okay. Dans la même continuité. En mesure où ça fonctionne. Sans... Pas d'autres questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je ne vois pas, je vous remercie. Le bordereau 14 sur le programme PDD. Il y a le développement et animation du centre-ville. Et le règlement intérieur pour les places de support en fin d'affichage. Oui. Donc, la ville de Pleyhermel va installer une piste de luge synthétique du 5 au 28 décembre cette année dans le cadre des fêtes de fin d'année. Donc, pour ce faire, afin de garantir la bonne utilisation du lieu, un règlement intérieur incluant la tarification, à savoir pour 3 descentes, 2 € pour un adulte et 1 € pour un enfant. C'est comme l'année dernière. Donc, est joint à cette délibération, dans le but de rendre accessible au plus grand nombre d'animations, il est décidé d'offrir des places aux enfants des écoles maternelles et primaires de Pleyhermel et de Pleyhermel Communauté, comme l'année dernière également. Afin de permettre une visibilité des commerces et des entreprises du territoire, une convention de partenariat a été rédigée avec ceux qui le souhaitent. D'ailleurs, sur table, vous avez la nouvelle convention. C'est uniquement les dimensions du support publicitaire qui est modifié. Voilà. Donc, parce que c'est des encarts publicitaires qui ont été proposés autour de la piste de luge. En contrepartie, il est décidé d'offrir en partenariat aux partenaires des tickets d'entrée autour de 10% d'investissement, comme l'année dernière également. Donc, voilà. Vous avez vu avoir de la commission finance, et le conseil d'approuver ce bordereau. Tu l'as fait? Ah, juste les tickets qui sont offerts aux écoles maternelles primaires. Oui. Est-ce que vous incluez, je ne sais pas que non, la nouvelle école qui est hors contrat? Alors, Ah non, la question se pose. La question se pose. Moi, je suis
Bonne question. Pourquoi c'est des enfants? C'est des enfants. C'est des Ah, enfants. c'est des enfants. C'est des enfants Bon, on est sur le même modèle que la partie noire de l'année dernière. On est sur le même modèle, cette année c'est bleu. Justement, pour rebondir sur ça, par rapport à l'année dernière, le coût c'était à peu près 20 000 euros. Hein, Alors là, ouais, c'est un petit peu plus élevé. voilà. C'est combien? Ah, C'est normal. C'est un coût de 24 000 euros. Bon, sachant qu'en encart publicitaire, on estime à peu près le maximum, on peut encaisser 13 400 euros. Donc, si on a 12 000 euros de recettes en face, ça ramène un peu. Voilà. Et l'année dernière, du coup, par rapport à l'opération qui était, je sais pas, 18 000, 20 000 euros, combien On avait eu 10 000 euros. Donc, mais là, en quart et en entrée? Ah, je ne sais plus. C'est-à-dire que 12, 13 000, je ne sais plus. Je l'avais calculé, mais j'ai plus ça en tête. Et au même endroit que l'année dernière, c'est ça? Oui. Ok. Par contre, ça prend un peu plus de temps. Bah oui, j'imagine. Ouais, on est vraiment dans le cadre de l'animation dans le centre-ville, dans le cadre des animations de Noël. Ok, là-dessus, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va pas, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. On va passer aux affaires financières. Mon collègue Jacques Kuzinski est resté coincé à sa réunion au centre de gestion. Je vais prendre les bordereaux à sa place. Donc, on a tout d'abord le bordereau numéro 15 sur une décision modificative numéro 2 qui intervient assez traditionnellement en cette période de l'année sur des éléments. Ce sont des transferts de crédit qui sont nécessaires pour, je dirais, ajuster les prévisions budgétaires. C'est des plus, des moins, qui sont là pour aboutir à la même enveloppe budgétaire globale, mais voilà, ces éléments. Tout d'abord, un premier tableau concernant une section de fonctionnement sur les illuminations, effectivement, dans la mesure où on passe dans le cadre d'un marché, on enlève évidemment les prévisions budgétaires qui étaient, elles, établies sur le cadre d'une régie. Ensuite, dans le cadre de la section d'investissement, vous allez voir un tas de plus et de moins, donc sans CDM, je vous rappelle, il y a des dépenses supplémentaires qui sont là dans le cadre de dépassement effectué, ou de besoins non identifiés, il peut y avoir des éléments de ce genre, on va regarder ça un peu plus près si vous voulez. Il y a aussi pour certaines lignes des moins-values, dans ces cas-là, pour des lignes qui sont non exécutées, auquel cas vous avez des lignes budgétaires à moins, et on a aussi des transferts de compte. Quelquefois, dans les transferts de compte, on a des imputations comptables, qui ne sont plus les mêmes, et auquel cas on les passe d'une ligne à l'autre. Alors, il a été pris en vue dans ce bordereau le dépassement sur opérations inscrites au budget 2025 et des dépenses non prévues au budget 2025, avec bien entendu les éléments financiers qui sont mis en face. Bon, ce qui importe, c'est qu'effectivement, en bas du tableau, sur l'équilibre général, le total général de dépenses d'investissement est de 49 700 euros qui s'équilibre avec des recettes d'investissement que l'on retrouve sur le tableau recettes pour ce même niveau financier. Voilà, bon, je ne vais pas passer en revue toutes les lignes qui ont été vues là-dessus, peut-être que vous pouvez en détacher quelques-unes, vous avez certainement des interrogations sur quelques-unes, je suis prêt à essayer d'y répondre au mieux, bien entendu. Monsieur. Je vois la ligne sur les restaurations des statues de Grand Catès, c'est donc la donation de la rue Chapelle à Saint-Benoît. Et il y a eu un massacre, juste la statue est arrivée avec plein de pansements, c'est-à-dire qu'il y a eu simplement un diagnostic de faire par grattage sur les différentes couches de peinture. Donc c'est un diagnostic qui a été fait, et il va reconnaître de lourd. 9700, ça me paraissait très lourd. Je ne sais pas comment ça a été engagé, mais en tous les cas, les statues sont toutes pleines de pansements. Elles sont toutes moches, quoi. Toutes pleines de pansements, comme ça, tac, tac, tac. Ça, je suis incapable de comprendre. Pour l'instant, exactement, ça doit se donner l'occasion de donner l'information. D'accord, non mais vous avez tout à fait raison, quelque part c'est pas quelque chose qui est recevable, qui est entendable, et que si il y a eu justement cette imputation budgétaire dans le cadre des diagnostics, ça signifiera que ça doit avoir pour conséquence
une réhabilitation. On ne fait pas des diagnostics dans le vent, on ne fait pas des études dans le vent, ni des diagnostics dans le vent, c'est que ça peut être justement à destination. Remarquez, il y a des endroits où on fait des diagnostics, poser une question sur les remparts, on fait des diagnostics, pour autant, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va aboutir sur la totalité de la réalisation. Mais voilà, ça nous permet aussi d'avoir une photographie réelle de ce qui est. D'autres questions peut-être? Non, il y a plusieurs choses un peu là-dessus. Vous voyez, on a vraiment une liste très exhaustive un peu sur ce qui est fait, ce qui peut être fait. C'est, je dirais, le fonctionnement budgétaire normal. Quand on fait un budget prévisionnel, on a des lignes budgétaires qui quelquefois ne sont pas abordées pour des raisons diverses et variées. Ensuite, si on en refait d'autres parce qu'on les a oubliées ou parce qu'il y a des urgences nouvelles qui se sont révélées, justement, on doit pouvoir trouver dans le budget qui a été préalablement voté la capacité à les réaliser. Et c'est ainsi qu'on le fait, ça c'est traditionnel. En cette période de l'année, une décision modificative de cet ordre est tout à fait classique, je dirais. Donc, si pas d'autres questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, le bordereau 16, alors là c'est encore pire. La régularisation d'amortissement sur exercice antérieur, c'est simplement parce qu'on fait des rapprochements avec les services de la trésorerie et on constate ce qui est nommé comme des anomalies, mais simplement des disparités budgétaires entre des comptes pour des défauts d'amortissement. La trésorerie, nécessairement, ne prend pas le même temporisation en termes d'amortissement. Donc les amortissements des biens acquis ont pu être mal calculés, omis pour certains, etc. Donc il y a eu un gros travail de fait, de rapprochement entre justement les éléments budgétaires de chez nous, de la ville de Plouermel, dans les services comptables, avec les amortissements budgétaires qui sont aujourd'hui donnés au titre de la trésorerie centrale, et ça fait l'objet, effectivement, de quelques rattrapages dans différents articles dont vous pouvez voir qui peuvent s'étaler entre plusieurs milliers d'euros à quelques centimes d'euros. Ok, bon, là-dessus, c'est sans incidence financière, c'est juste une exécution comptable voulue par les comptables. Pas de questions? Si. Finalement, c'est quand même des amortissements, donc ils vont bien apparaître au niveau du bilan. Oui, c'est une régularisation d'amortissement. Non, chez nous, on l'exerce véritablement, on le met, parce que nos comptes, nous, sont véritablement exercés par les services de la ville de Plouermel. C'est simplement le rapprochement avec les services fiscaux qui font état, quelquefois, de disparités assez importantes. Il y a des plus, il y a des moins. Là aussi, vous allez retrouver des choses singulièrement différentes. Il y a dû y avoir un travail de fond qui est absolument fastidieux. Ça aurait été bien si on avait eu une vision peut-être plus dynamique par année pour voir un peu les évolutions, la problématique par année. Bon, enfin, je ne suis pas trop mental. Ouais. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre ce truc-là. Ah, franchement, non, si il y a de l'analytique véritablement à trouver quelque chose là-dessus. Effectivement, il y a une colonne là-dedans qui représente la date d'acquisition. Date d'acquisition, c'est de l'analytique un peu très facile, c'est un fichier Excel. Maintenant, ça a été mis par catégorie. Plus que par. Ok, on retrouve, c'est vrai, pour les dates d'acquisition qui datent même, tu vois, le premier euro sur des frais d'études qui datent du 31 décembre 1996. Pour ça, je posais la question, tu vois, du 2019, 2021, 2014, 2015, 2018, il y a tout, c'est vrai. 1995, là, j'en vois quelques-uns sur le parking. Voilà, il y a des rapprochements comptables qui ont été effectués. Je pense que cet exercice a déjà existé. On a déjà été fait antérieurement, mais aujourd'hui, on est devant aussi d'autres réalités. Ok. Pas d'autres questions? Passe au web. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Parce que c'est une autorisation qu'on donne aux comptables publics à procéder à ces écritures comptables d'ordre non budgétaire nécessaires à ces régularisations.
Oui, effectivement, ça fait un total général des amortissements de 663 837 euros. Ah, le budget général. Bordeaux 17, on passe à la modification de l'attribution de compensation versée par peu à même communauté. Bon, vous connaissez un petit peu le principe, hein, on le fait un peu tous les ans, depuis 3 ans. Troisième exercice où on le fait, c'est considérer la volonté de simplifier les mouvements financiers entre peu à même communauté et les communes membres, de façon à obtenir des indicateurs financiers qui soient propices à justement obtenir des dotations financières, notamment au titre de la dotation globale de financement, plus favorables, hein, un petit peu avec les indicateurs plus favorables. Donc il est proposé de ne pas facturer la mutualisation des personnels 2024 à la commune de Pleuhermel et en contrepartie de diminuer la concurrence, le montant de son attribution de compensation. Vous voyez un petit peu l'État, 989 765 €, c'est donc le coût de la mutualisation des agents vis-à-vis de la ville de Pleuhermel. La ville de Pleuhermel compense sa mutualisation à hauteur de 989 765 € à la communauté de communes. Ça permet de gratter 30 ou 40 000 € de DGF. Ok, est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote, il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. C'est un vote concordant, bien sûr, avec la communauté de communes qui est intervenue la semaine dernière. Bordeaux 18, on est dans le cadre d'une redevance pour l'occupation du domaine public par des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. Tous les ans, on a un droit justement pour l'occupation du domaine public, qui est le droit à contribution pour cette occupation, notamment sur redevance pour l'occupation du domaine public, c'est 35 centimes, 0,030, non, ça n'avait même pas 3 centimes et demi par mètre linéaire, il y a 68 259 mètres linéaires sur le domaine public, et autrement sur des occupations provisoires du domaine public, c'est 70 centimes d'euros, mais pour 7000 mètres linéaires. Donc voilà, il est proposé, ce sont des chiffres, c'est pas nous qui les proposons, c'est pas nous qui les... C'est bien entendu un tarif, j'allais dire syndical, normal, qui est donné dans le cadre d'occupation des réseaux publics de distribution de gaz. Pour info, en 2024, ça nous a rapporté 7000, et en 2025, on devrait avoisiner les 9600 €. Toujours ça, ce sont des recettes supplémentaires pour lesquelles on est en ayant droit. Est-ce qu'il y a des questions? Jeanne n'est pas là pour répondre, mais les canalisations provisoires, c'est 20 fois plus cher, ça surprend un peu. Juste 20 fois plus cher. Ouais, c'est ça, c'est une formule qui est complètement différente. C'est surprenant, est-ce qu'on doit refaire des accoupements après, ou je ne sais pas pourquoi c'est cher. Occupation provisoire du domaine public pour chantier à 0,70 € du mètre de canalisation, donc on est bien là-dessus sur des éléments très provisoires. Voilà. Ce sont des calculs qui sont établis. Hein. On nous soumet cette proposition qui n'est pas négociable. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas, je vous remercie. Le bordereau 19 traite une admission en non-valeur de titre de recette. On a un titre de 2014 au titre de l'eau et l'assainissement de Montterrain pour 179,64 qui traînent dans les comptes et qui sont des créances qui demeurent aujourd'hui irrécouvrables malgré toutes les poursuites qu'on peut être engagées. Donc il nous est demandé de passer cette somme de 179,64 en admission en non-valeur des titres de recette. Question. On passe au vote. Il n'y a pas d'opposition, il y a abstention. Je vous remercie. Et ensuite, on passe aux ressources humaines avec modification du tableau des emplois permanents et des effectifs. On passe au tableau direct. Hein. On a deux catégories. Tout d'abord, dans le cadre de la réussite et à concours et examen, on a 2 créations de postes et 1 suppression de poste. La suppression de poste concerne la suppression du poste d'ASVP. On avait un ASVP ici sur la ville, le poste est supprimé, il nous a quitté l'ASVP sur le papier pour justement progresser dans son parcours professionnel et il est parti ailleurs. On en profite pour créer cette fois un poste de policier municipal, pour avoir un 6e agent de police municipale plein et non pas un ASVP seul.
Ensuite, on a créé également un poste supplémentaire qui est le responsable culture et patrimoine. Je rappelle que cette poste a été annoncée dans la construction du budget. On l'avait élaboré, on a été validé dans le cadre de la construction du budget. Au point de vue financier, il y a une incidence à peu près de la moitié de son poste, dans la mesure où ça va nous exonérer de 24 000 € de mutualisation. On a parlé du coût des mutualisations tout à l'heure avec l'attribution de compensation. Ça sera 24 000 € de moins de mutualisation avec la communauté de communes, dans la mesure où on le prend chez nous sur un responsable culture et patrimoine. N'est-ce pas, Alain ? Voilà, ensuite, dans le cadre de la promotion interne, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, il y a un agent qui bénéficie d'une promotion interne, qui passe d'adjoint technique principal de 2e classe à agent de maîtrise, donc on supprime son premier poste pour recréer son cadre d'emploi en agent de maîtrise. Des questions ? Oui. On salue la création du poste culture et patrimoine. Après, il reste une problématique de ça qui reste, et peut-être le budget à développer également pour renforcer cet axe. Lui donner à manger, quoi. Donner matière. Ok. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je ne vois pas, je vous remercie. Le bandeau 21, on a une participation, une adhésion à la convention de participation santé portée par le centre de gestion. Bon, là, c'est une proposition qui est faite directement pour une participation au titre de la prévoyance santé, donc une adhésion à Mutua Santé proposée par le CDG. Je rappelle que chaque agent, la ville le permet, comme la communauté de communes et autres d'ailleurs, CCAS et IAS, bénéficient d'un ticket du bouquet social à hauteur de 72 € par mois. Aujourd'hui, on est dans ce cadre-là. Donc cette perspective sur Mutua Santé, qui est intéressante, à 6 €, les agents peuvent choisir justement cette mutuelle. Et, de toute façon, ça ne diminuera en aucune façon leur bouquet social qui reste à 72 €, mais c'est une perspective qui est aujourd'hui donnée. Il faut passer des délibérations pour pouvoir acter sur ce dispositif. Mais ils sont libres, libres de choix. Qu'ils adhèrent. Ce n'est pas une adhésion obligatoire, c'est une adhésion facultative. Ils peuvent choisir ça ou choisir une autre, et auquel cas ils ont également des contributions à hauteur de 50% de leur budget, etc., etc. Enfin, ce sont des cadres très précis dans le cadre du budget social. Ok, si ça doit être revu, on sait très bien qu'il y aura des obligations par la suite, on revisitera ce moment-là, ça sera revisité, quand il y aura d'autres obligations légales qui pourront apparaître. En tout cas là, c'est pour cette perspective. Il y a des questions? Je ne vois pas, on passe quoi? C'est des oppositions, des abstentions? Je ne vois pas non plus. Je vous remercie. Le mandat 22, à la modification du règlement intérieur commun, on a une évolution de l'autorisation spéciale d'absence du don de sang. Je vais directement, je dirais, je passe au fait. C'est véritablement, on souhaite modifier le règlement intérieur, notamment au titre du don de sang. C'est un échange qu'on a pu avoir dans le cadre du CST. Dans le cadre du CST, il y a eu un échange avec les représentants syndicaux de la ville, puis de la communauté de communes, ça a été dit également dans le même cadre, de façon à pouvoir cadrer les autorisations d'absence pour don de sang. Jusqu'à maintenant, il y avait des possibilités d'aller au don de sang, bien entendu, en contraint rien, mais on souhaitait véritablement que ce soit fait, c'était une incitation à le faire en dehors du temps de travail. C'était à peu près ça, véritablement, que ce soit surtout en fin de journée, quelques petites dérogations qui étaient accordées, mais ça n'est pas très loin. Il pouvait y aller 2, 3 fois, 4 fois, sans doute, même s'il y avait un chiffre qui était mis, qui à mon avis n'était pas du tout restrictif. Là, actuellement, on souhaite le repréciser, tout simplement parce qu'on leur veut permettre aux agents d'y aller pendant leur temps de travail. On intègre également le temps de préparation, le temps de restauration, plus bien entendu du temps qui est imparti, dans la mesure où c'est complètement encadré. C'est-à-dire qu'il faut bien entendu qu'ils préviennent, qu'ils s'organisent pour organiser les choses. Auparavant, ce n'était pas tout à fait le cas. Il y a eu une volonté de notre part, et motivée par notamment les chefs de service, de façon à ce qu'il y ait une vraie organisation pour savoir qui va, qui ne va pas, etc. De façon à bien entendu pas perturber les dispositifs de service
mettre en place les dispositions pour les remplacer sans problème. Voilà, règlement 2 fois par an maximum, c'est vrai. On peut avoir des échanges en disant avant c'était 3, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4, mais ils n'y vont pas tous les jours quand même. On a le droit de donner 6 fois. Oui, on peut donner 6 fois, mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'agents qui quittent le service pour donner 100. Vous pouvez rester à 3 sans On leur donne la possibilité en temps de préparation et temps de restauration. Donc c'est plus, auparavant, et même de trajet, quoi, je dirais, et même de trajet. Ici sur PRML, on va dire ceux qui sont évidemment dans cet espace, ils ont bien la route à traverser. Et c'est évidemment une notion qui est valable pour l'intercommunalité. Donc il y a des agents qui peuvent se rendre dans des centres de dons centres qui peuvent être. Bon, on leur demande évidemment s'ils travaillent à PRML, on faire en sorte qu'ils aient le corps de dons sont un bon rond. Et Jocelyn, s'ils veulent le faire pendant leur temps de travail, qu'ils le fassent à proximité, c'est bien dans ce cadre-là. Le lieu de collecte à privilégier doit être situé sur le territoire de la commune, du lieu de travail, ou à défaut, à titre exceptionnel, voilà, notamment lorsque le don est sur un territoire. Donc un don est fait. Par exemple, quelqu'un travaille à Guillier, on laisse le choix, on donne le temps de trajet pour aller sur un don de sens s'il souhaite bénéficier. Oui. Si je comprends bien, en fait, lorsqu'ils pouvaient y aller 3 fois, donc c'était en dehors de leur temps de travail, mais ça veut dire qu'ils quittaient leur travail plus tôt. Oui, tout petit peu plus. On les incitait à véritablement le faire sur leur temps de travail. Si jamais ils avaient une demande en disant je vais au don de sang et partir, et pour autant, ce n'était pas en plein milieu de la journée, ce n'était pas véritablement dans un cadre de perturbation du fait. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas une avancée. C'est pas une avancée? Et non, ces gens-là, en fait, donc, ils y allaient parce que, si j'ai bien compris, c'était donc... On leur donnait une demi-heure pour aller faire le don de sang, et puis c'est tout. Tandis que là, on leur dit, vous avez un temps de préparation si nécessaire, et on vous accorde le temps de trajet, et on vous accorde le temps de restauration si nécessaire. Là, il y avait quand même la durée du déplacement. Mais auparavant, c'était pas tout à fait comme ça. Là, c'est écrit quand même. Effectuer un don de sang pour la stricte durée du déplacement et du don. Donc, c'était pas si simple que ça. Ce qui manque là, c'est... La question n'était pas... Moi, je l'ai négocié dans le cadre des syndicats, dans le cadre du CST. Tout le monde était très content de ce dispositif. Je le propose, validé par les syndicats. Voilà, je pense que c'est eux peuvent faire acte du temps, et je n'ai pas bloqué la parole de chacun en la matière. Parce que je ne suis pas des canards. Il n'y a plus de questions. On va savoir s'il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. On passe au bordereau 23 sur l'achat de produits d'entretien, une adhésion du plan de commande. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a une commission d'appel d'offres qui va être faite sur un plan de commande qui comprend des communes, plusieurs communes, il y en a qui sont citées, Perben, Moron, Bourrel, Ménéac, Moron, Montartolo, Saint-Val-de-Trois-Fontaines, Saint-Servant-sur-Rose, Valdoust, syndicat scolaire de Josselin, la commune des Forges de la Nouée. Voilà, toutes ces communes qui souhaitent rentrer dans ce groupement de commande hygiène et d'entretien. On a également, bien entendu, la commune de Perben, le Paracommunauté, le CIAS, le CCAS, des éléments de ce genre. Voilà, donc c'est simplement l'autorisation qu'il a pour qu'on puisse rentrer dans ce groupement de commandes, puisqu'on doit refaire un appel d'offres spécifique pour repasser le marché. Pas de questions? Pas grand-chose là-dessus. Pas d'opposition, d'abstention non plus. Je vous remercie. Écoutez, c'est la fin de ce côté réglementaire. J'ai reçu des questions. Ça part dans des questions. Certaines se croisent. Donc je vais m'efforcer de vous y donner. Bon, on va donner ça dans l'ordre. Le premier qu'on va donner, c'était le groupe Permelaine Trapir. Christophe connaît. Pas mal. Ah, c'est le tirage au sort. Non, Ouais, si vous préférez que ce soit. Non. Moi, je n'ai pas de problème. Alors, c'est vrai que
Il y a eu une question concernant la Chambre régionale des comptes il y a 2 semaines, évoquait une situation financière préoccupante au centre hospitalier de Permet, que nous rassurer sur l'état de notre hôpital, ainsi que de la faisabilité de futur EHPAD. Je sais que la question de Gérard Payot se recoupe, mais il n'y a pas que. Donc on rajoutera un morceau tout à l'heure. Sur cette réponse, je dirais, il y a une certaine forme de continuité de l'action qui est d'aménagement qui est déjà engagée. Aujourd'hui, on a déjà travaillé sur ces sujets. Il y a un cycle de travaux, des travaux qui sont prévus, et ils sont bien en cours. Ils sont bien en cours, je tiens à vous l'assurer. La communauté de communes a voté, vous le savez très bien, un budget participatif d'1,8 million. Gustave Rosselian a voté 600 000 euros. Sur 3 ans. Contribution. Sur 3 ans. Sur 3 ans. Oui, sur 3 ans. C'est-à-dire que, par contre, c'est un budget participatif de façon à pouvoir réaliser des travaux d'investissement sur, je dirais, le secteur sanitaire et social. Cette contribution permet ces exécutions de travaux sur les urgences, l'unité de soins de suite, des éléments de ce genre, voilà peut-être un peu ce point de vue, et ceci sans avoir recours à l'emprunt. Parce qu'aujourd'hui, il y avait la capacité qu'il y avait, c'était justement des participations financières de l'ARS, de façon assez conséquente, et je dirais la part d'autofinancement de l'hôpital qui est à portion congrue totale au regard un petit peu des budgets de l'hôpital, elle est compensée, je dirais, par la capacité de pouvoir apporter par la communauté et tout ça procède. Sans avoir, et donc les travaux peuvent se faire sans avoir recours à l'emprunt. Ce que je dis là, c'est important. C'est important tout simplement parce qu'ils peuvent commencer les travaux et ne pas faire l'emprunt. L'EHPAD, c'est un autre sujet. L'EHPAD, c'est un autre sujet. Il y a 16 millions d'euros de travaux. Et dans le plan de financement, il y a à peu près il y a 8 millions qui viennent de l'ARS, dotation directe, 2,7 millions qui viennent du département, suivant des clauses classiques, 90 chambres multipliées par un certain tarif, ça fait 2,7 millions. On a reçu la validation du conseil départemental, justement, sur ce et le solde en emprunt. Le solde qui se monte à un peu plus de 5 millions, si je m'en calcule. Le problème, c'est que les banques sont frileuses. Sont frileuses sur l'emprunt, au regard de la conclusion que vous avez tous pu voir au titre du rapport de la Chambre régionale des comptes. Effectivement, c'est plutôt un peu désastreux dans la mesure où la Chambre régionale des comptes note le déficit chronique et croissant, je dirais, et cumulé justement de fonctionnement de cet établissement. Bon, c'est pas une découverte, quand la Chambre régionale des comptes a sorti, a fait son étude, on savait très bien ce à quoi on allait aboutir, dans la mesure où c'est une réalité qui date depuis plusieurs années et c'est pas typique à l'hôpital de Permel. La plupart des hôpitaux sont dans ces difficultés d'ajustement financier au regard un peu des déficits justement de contribution financière dans leur fonctionnement. Alors, les banques sont frileuses parce qu'il leur faut aujourd'hui, et pour valider l'emprunt, au regard un petit peu de cette conclusion du rapport de la Chambre des comptes, il leur faut une caution ARS. Je dirais cette caution ARS qui tarde. Qui tarde pour 2 raisons. Il faut d'abord un changement de direction. Malheureusement c'est comme ça, il y a une mutation. L'ancienne directrice régionale d'ARS a changé, elle nous a quittés au mois d'août. Et aujourd'hui, il y a également, on peut souligner également des fluctuations ministérielles, mais ça devrait rentrer dans l'ordre. Je vais rencontrer très prochainement Mme Solaire, la nouvelle directrice de l'ARS. J'aurai l'occasion de pouvoir échanger sur ce dossier, bien entendu. Alors, si tout le plan de financement est définitivement acté, les travaux peuvent commencer. Aujourd'hui, le directeur du centre hospitalier me dit « je ne peux pas signer un début de travaux, une commande de travaux, dans la mesure où le plan de financement il est toujours en suspens parce que je n'ai pas la validation définitive de l'emprunt qui doit être contracté pour finaliser les 16 millions qui sont là. Normalement, il y a une certaine logique qui doit permettre d'équilibrer sur le budget propre de l'EHPAD, mais l'EHPAD n'a pas un budget propre, il est noyé dans l'intégralité du budget du centre hospitalier. S'il était tout seul, c'est facile, mais ce n'est pas le cas. Comme ça avait été fait auparavant, notamment pour les tilleuls, où c'était un budget identifié, etc. Et c'est comme ça qu'on amortit les investissements réalisés. Moi, je tiens à vous rassurer, on s'en occupe effectivement
de cet hôpital dans sa structuration actuelle. Dans sa structuration actuelle, on tient à ce qu'il soit maintenu sur, bien entendu, le médico-social, un petit peu de façon à ce que le pôle sanitaire soit bien organisé, à ce que les urgences soient revitalisées, à ce que l'unité de soins qui a besoin justement d'un rafraîchissement soit aussi bien traitée, sans oublier l'EHPAD. Mais cette EHPAD, comme je vous l'ai expliqué, c'est un budget un petit peu indépendant dans le de sa construction. À partir du moment où le feu vert sera donné, effectivement, on va pouvoir commencer les travaux. Il y a quelques éléments qui sont à caler au titre du permis, des éléments de ce genre. Mais c'est bon, rapidement, dans les questions je me demande, le département quand même, si, être caution. Le département donne 2 millions. Il ne veut pas être caution. Vous savez, aujourd'hui, on n'est plus dans ce cadre-là. Mais enfin, moi, et je ne vois pas la collectivité, la ville de Permel ne va pas être caution de 5 millions et quelques sur l'hôpital. C'est pas notre rôle, on n'est pas dans notre droit. Que l'ARS mette des risques sur l'emprunt, je ne vois pas. Bah, s'ils prennent des risques, c'est ça ou c'est rien du tout. C'est l'abandon complètement de l'hôpital. Quelque part, on met la pression. Je ne sais pas s'il y a des précisants que l'ARS couvrait des risques sur l'emprunt, je ne sais pas. J'espère que. L'ARS ne peut que valider justement le fonctionnement de l'hôpital Permel pour pouvoir assurer justement ce genre de dispositif. Ok, voilà, sur la question 2 que vous avez posée, pouvons-nous faire un point d'étape sur le centre de radiologie de Permel? C'est bien cela. Hein. Bon, le centre de radio, en tout cas l'immeuble, l'espace, c'est le bâti tout d'abord, est bien la propriété de M. Delphin. Le bâti. L'exploitation, elle a été achetée par Oradiance il y a 2 ans. L'exploitation est confiée à Oradiance il y a 2 ans, où d'ailleurs les médecins ont été salariés jusqu'à juin. Les 2 médecins ont été salariés. Ils ont quitté. C'est leur incombe, hein, c'est comme ça. Pas de remplaçant. Il faut pour cela, pour que ça puisse fonctionner, un professionnel agréé, c'est-à-dire qu'il soit titulaire de ce qu'on appelle une carte CPS. Pour fonctionner, exercer son nom propre, en tant que professionnel agréé, et avoir la faculté de tarifer les actes. La tarification ne peut se faire s'il n'y a pas de professionnel de carte CPS. Oradiance aujourd'hui cherche, mais ne trouve pas de professionnel avec carte CPS. Je ne suis pas là pour commenter comment ils s'y prennent, comment ils font, etc. La vérité est là, même si on les a tannés, même s'il y a l'occasion d'échanger avec eux, voilà, ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Les salariés sont toujours en poste, sans activité. Je le sais, je le déplore, c'est une situation qui est certainement très difficile pour vivre, à vivre pour eux. C'est une grande réalité, on en a pleinement conscience. À ce jour, la voie retenue pour pouvoir sortir par le haut est le partenariat possible avec des radiologues qui exercent à Redon. Pour cela, il faut une autorisation du Conseil de l'Ordre, de la CPAM et bien entendu de l'ARS. Ça semble rentrer dans l'ordre. Je tiens à saluer également le partenariat que l'on a pu avoir avec notamment Paul Molac, le député. On a travaillé conjointement là-dessus, de façon à faire des interventions conjointes auprès des différentes structures, en incitant à ce que, justement, il y ait des réponses favorables qui soient apportées. Bon, voilà, il m'a été rapporté en début de semaine, ce début de semaine, qu'on s'oriente véritablement vers une réponse favorable à ce partenariat entre Redon et Permel, qui permet, on est toujours chez Oradiance, Redon, c'est aussi Oradiance, qui permettra rapidement, j'espère, de retrouver un exercice de radiologie comme auparavant, avec justement des capacités d'exécution des différents radios et tarification, enfin disons, le travail est retrouvé. Voilà un petit peu où j'en suis, voilà exactement les réponses qu'on peut apporter. Il n'y a pas de définitif, mais je sais, on parlait avec Jean-Michel Barraud tout à l'heure, on a eu connaissance que le Conseil de l'Ordre allait très probablement s'orienter favorablement dans cette démarche. Il ne faut pas la CPAM aller contre, et l'ARS évidemment ne peuvent pas faire autrement. Voilà un petit peu la réponse. Ok. Question 3. La fontaine.
a souvent été en panne depuis sa mise en service. Quel était le montant d'investissement initial et quels sont les coûts de réparation à la charge de la ville? Fontenier a été recruté pour notamment gérer cet équipement. Quel est son temps d'intervention moyen hebdomadaire pour les opérations de maintenance et d'entretien? L'installation de la fontaine dans le cadre de la rénovation du centre-ville s'est élevée exactement à 266 334 €. C'est vrai, c'était dans le cadre du programme global, hein, c'est son inscription. C'est vrai que sa période de fonctionnement n'a pas été satisfaisante sur ce premier exercice. Ça résulte de quelques difficultés qu'on a pu avoir avec la société exploitante Arrosage System. En effet, le dispositif proposé ne permet pas d'effectuer aisément la maintenance. Les résultats, ça se bouge, ça marche pas bien. Tous les réglages n'ont pas été bien faits. Les agents n'ont pas été formés chez nous pour véritablement bien se caler là-dessus. En outre, je dois le dire, on a constaté une fuite d'eau qui est complètement anormale, donc on a des anomalies. Donc, une fuite d'eau cet été, au regard des restrictions, je dirais, de la consommation d'eau, il y a eu la volonté de mettre hors service cette fontaine. Je le déplore complètement, en plein pendant les canicules. Certainement qu'il aurait été la bienvenue pour pas mal de monde, mais aujourd'hui, ça ne permettait pas de bien fonctionner. Ça s'imposait. Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société, qui a été reprise par une autre. On a eu l'occasion d'échanger cet été justement avec le nouveau gérant. J'ai eu l'occasion ensuite de rencontrer le nouveau gérant cet été également sur site avec Pierre-Jean Jarnaud qui suit ça. Et je dirais une mise en service fin octobre 2025 est annoncée pour véritablement où ils sont engagés à corriger un petit peu tous les défauts qui sont là. Bien entendu, la correction se fait dans le cadre du contrat premier réalisé, donc ce n'est pas à notre charge. Pas à notre charge. S'agissant de la maintenance, qui peut être régulière, hebdomadaire, presque quotidienne, mais hebdomadaire, c'est surtout parce qu'il y a des filtres, des éléments de ce genre. On avait fait une demande d'externalisation. On avait fait une demande, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a dit ce genre de choses. Le devis s'élève à 86 000 € par an. Avec 86 000 €, vous payez largement des postes là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai dit le devis, vous oubliez. Je préfère avoir des agents formés à cette maintenance qui nous coûteront bien entendu beaucoup moins cher. Même si on embauche une personne, un frontelier, comme vous l'avez dit, on ne va pas embaucher le frontelier, il ne va pas faire que le frontelier. Il sera là, il devra assurer cette maintenance, on va former une personne, mais pas une, deux, trois personnes, pour que justement ce service soit réalisé par nos services techniques, par nos propres services techniques, avec un coût qui évidemment sera très moins que 86 000 €. Et cet agent qui va être formé, bon, bien entendu, servira également des missions au sein de l'équipe des services techniques, et de surcroît au titre de l'événementiel. Au titre de l'événementiel, on a des difficultés parce qu'on n'a pas d'agents, la communauté de communes ne met pas toujours aujourd'hui, c'est pas si facile que ça, on n'a pas la disponibilité d'agents pour mettre sur des événements au titre de la ville, sur différents événements, donc on va former également une personne au titre de cela. Une personne qui sera prise non pas pour payer, on ne va pas embaucher un frontelier pour faire que le frontelier, mais il aura diverses missions complémentaires au titre de nos services techniques et particulièrement l'assistance au titre de l'événementiel. On sera on l'a défini. Voilà un petit peu les éléments. Hein. C'est vrai que c'est le principe de la fontaine, ça a créé une animation qui a été, le retour que j'ai, qui était plutôt apprécié par les habitants, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on déplorait quand elle a été coupée, quand ça aurait été bien entendu le meilleur. Bon, il y a des réglages qui sont véritablement à réaliser, comme je le disais, mais c'est souvent le cas dans ce démarrage de ce type d'investissements qui sont véritablement très techniques. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? La 4. Quel est l'avenir des remparts de notre ville et quel est le montant que vous comptez allouer à leur restauration? Le programme pluriannuel d'investissement de la ville prévoit une inscription budgétaire de 800 000 € pour la rénovation des remparts sur la période 2025-2028. On a réalisé 65 000 € en 2025, un petit peu pour véritablement faire les premiers gros défauts. Dans la continuité des démarches engagées en 2024 et de la dévégétalisation effectuée par les agents des services techniques,
Il y a des diagnostics structurels des remparts qui ont été réalisés sur le secteur de Mistral, qui permet à l'architecte du patrimoine d'établir un diagnostic sanitaire. On est tenu justement à avoir un avis qui soit précis de la part de l'architecte du patrimoine pour voir un peu la nature des travaux nécessaires à leur maintien. Les conclusions ont conduit à étayer une partie du rempart et voire même à instaurer un périmètre de protection un périmètre de recul afin de préserver, je dirais, les passants, les usagers de l'espace public de toute chute de pierre et d'éléments de ce genre. Il sort également le diagnostic de l'architecte qu'il est nécessaire d'intervenir rapidement sur certains endroits. On peut voir des endroits qui sont plutôt fissurés, qui sont plus abîmés que d'autres. Il est nécessaire d'intervenir plus rapidement que d'autres. L'enveloppe financière prévue ne sera sans doute pas suffisante dans un premier temps pour rénover la totalité de cette portion de rempart si on veut en faire quelque chose de parfait. En parallèle, un diagnostic a également été demandé sur le secteur de la place Sénéchal-Perret afin de vérifier l'état sanitaire également de ces remparts. Il n'y a pas que Mistral, il y a d'autres. En fait, pour parer au plus urgent, l'enveloppe définie, telle que je l'ai exposée aujourd'hui, là, les 800 000 sur le PPI allant jusqu'à 2028, elle suffit. Elle suffit. Mais effectivement, je dois l'avouer, elle ne sera vraisemblablement insuffisante pour remettre tous ces remparts à neuf. Ça, c'est plus qu'évident. Donc, il s'agira de voir comment est-ce qu'on pourra l'organiser. Je tiens également à souligner que dans le cadre des difficultés financières de l'État, la DRAC nous a déjà annoncé qu'aujourd'hui, ses contributions financières sur l'année 2026 risquent d'être réduites à zéro au regard des engagements d'aujourd'hui. Donc, c'est rien du tout. Je rappelle que la DRAC, c'est 10% des travaux qui nous apporte. C'est pas pour ça qu'on ne fera rien, nous suivons là-dessus, mais ce n'est pas incitatif. Parce qu'aujourd'hui, l'État a la capacité de nous accompagner sur la restauration patrimoniale de cet ordre, c'est évidemment très, très, très problématique. Voilà un petit peu les éléments que j'avais sur ces remparts. Donc, on veillera au grain de façon à ce que l'essentiel soit bien préservé. L'enveloppe budgétée aujourd'hui, dans laquelle est dans le PPI, passe sans aucun problème. Mais si on devait aller beaucoup plus loin, effectivement, ce serait beaucoup plus compliqué. Et à notre avis, ça ne doit pas être. Évidemment, quand je dis aller beaucoup plus loin, ça voudrait dire absolument tout restaurer pour pouvoir monter en haut de la tour Mistral. Je ne pense pas qu'on y rentrera, qu'on montera la tour Mistral tout de suite. Ok, voilà, cinquième question. Où en sommes-nous de la création du village d'artisans d'art? L'établissement public foncier qui assure le portage du foncier a signé il y a quelques jours l'acte d'acquisition du magasin qui était précédemment sous l'enseigne Distri Central. C'est eux qui en font l'acquisition. Après avoir effectué plusieurs visites de sites pour définir l'aménagement souhaité et créer, bien entendu, notre projet premier qui était un village d'artisans d'art. La ville avait alors missionné un maître d'œuvre pour avoir une estimation des coûts de travaux à réaliser. Le parti pris du maître d'œuvre, je dois le dire, n'est pas en concordance avec les attentes de la collectivité. Pas tout à fait dans la même gamme de prix, il y a des choses qui sont un petit peu décalées par rapport à nos attentes et à nos réalités, nos perspectives financières. Donc il a été fait le choix de solliciter un chiffrage, non pas par appel d'offres direct suite aux propositions de ce maître d'œuvre, mais de faire un appel de chiffrage sur un socle auprès d'artisans du territoire. À ce jour, on est en attente du retour de tous les éléments de ce chiffrage pour pouvoir véritablement faire avancer le projet. Je tiens à vous rassurer, on est bien dans un projet qui est plus lent que prévu. Oui, je dois le dire, c'est plus lent que prévu. On pensait que ça aurait pu déboucher beaucoup plus facilement, mais l'ambition reste la même, avec une ambition qui est certes de bien le développer, mais sans tomber dans des coûts qui seront pharaoniques. Effectivement, les propositions qui nous étaient faites étaient dans des cadres financiers qui, à notre avis, n'étaient pas recevables. Voilà.
Je tiens à préciser également qu'on poursuit quand même avec les journées européennes des métiers d'art, c'est bien ça Fabienne, hein, en 2026, et le parcours des artisans d'art va être actualisé et remis à l'honneur. Parce qu'on l'avait fait à l'occasion de ces artisans d'art, notamment la chapelle des Carmélites, mais il y aura certainement une continuité sur l'exercice, puisque ça a été un vrai succès, et je pense que la continuité s'impose. Voilà, un petit peu sur les réponses, Monsieur Launay, sur vos questions. Ensuite, je passe aux questions de Cornel en transition. La première, concerne le centre hospitalier de Clermont et le rapport de la Chambre régionale des comptes qui, justement, récemment, puisque c'est septembre, indique que le centre hospitalier de Clermont est confronté à des difficultés financières préoccupantes. Ces résultats annuels sont constamment déficitaires, leur ampleur s'accroît, etc., à hauteur de 29 millions de dettes en 2023. La situation très dégradée ne lui permettant pas en évaluation de la soutenabilité financière du projet immobilier, c'est-à-dire des constructions qui étaient envisagées et des rénovations. Donc, vous avez parlé d'une nouvelle EHPAD qui peut ouvrir normalement en 2025. La nouvelle cuisine annoncée par le CITOM demeure une arlésienne. L'isolation par l'extérieur du bâtiment central ne peut pas être envisagée. Sommes-nous enfermés dans une quadrature du cercle de petite ferme? Quel est le discours actuel de l'Agence régionale de santé au sujet de la place de notre centre hospitalier de Clermont et de ses activités dans le territoire de santé placé sous la houlette du siège de Clermont? Bon, je pense que j'ai répondu à plusieurs choses, notamment sur l'état de santé de ce centre hospitalier. C'est une question que vous posez à chaque conseil, il est presque. Et c'est bien de s'y attarder, c'est bien d'en parler, c'est bien motivé, et on est tous très motivés par justement la bonne santé de ce centre hospitalier. Quand je dis la bonne santé, c'est pas sa bonne santé financière, c'est surtout sa bonne santé de fonctionnement. Donc, ce qui m'importe, c'est qu'on continue à avoir un hôpital dans son volume, dans son contour, dans son activité, même si aujourd'hui les difficultés financières sont là, et aujourd'hui on ne parle pas de véritablement le fermer ni cesser son activité. C'est ce qui m'a toujours été évoqué, c'est ce que a pu me rassurer l'ancienne DG de l'ARS. J'imagine que le discours que je tiendrai avec la nouvelle DG de l'ARS sera tout à fait dans ce même état d'esprit, un petit peu dans ce sens-là. Maintenant, voilà, et que justement il y a encore des investissements qui sont réalisés pour pouvoir le maintenir à niveau. Et pas, j'ai expliqué où est le sujet. En étant optimiste, à mon avis, ça aboutira. Je ne vois pas pourquoi ça n'aboutirait pas. Et sur les autres dispositifs, ils vont être déclenchés puisque aujourd'hui les financements sont assurés sans en passer par l'emprunt, donc sans passer par les cautions externes. Sur le CILGOM c'est une structure satellite du GSBA, c'est vrai. On a vu comment les positionner, puisque c'est eux qui ont souhaité mettre une cuisine centrale sur le site, c'est eux qui se sont positionnés, c'est eux qui finalisent le projet. C'est eux qui finissent le projet, je dirais, tant techniquement que financièrement. Nous, on n'a rien à voir en matière de CILGOM. Le CILGOM s'est proposé de faire un dispositif ici à l'hôpital de Pleuhermel, simplement pour le faire en complémentarité avec ceux qui réalisent du côté de Saint-Avé et autres. Mais là-dessus, le maire de Pleuhermel lui donnait des pouvoirs incommensurables si jamais il y avait la possibilité de pouvoir agir sur l'investissement du CILGOM. La seule chose qu'on a, c'est véritablement valider leur permis de construire quand ils vont le déposer. C'est pas Pierre-Jean, et c'est aussi, bien entendu, acté sur les déplacements qu'il peut y avoir, et de ce genre. Il y a eu beaucoup de travaux dans ce sens-là, beaucoup de discussions. Je suis incapable de vous le dire, où est-ce qu'ils en sont, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas lancé la première pierre des événements de ce genre. Je ne suis absolument pas dans la confidence, bien entendu, au titre du CILGOM. Sur le reste, l'isolation par l'extérieur du bâtiment central, c'est bien, M. Payot, que c'est pas la maire de Pleuhermel qui décide de la structuration de l'hôpital de Pleuhermel. C'est pas tout à fait comme ça. Que, effectivement, aujourd'hui, les priorités qu'il y a à réaliser sont des priorités au titre de je dirais, de l'aménagement, de l'urgence, des éléments de ce genre. Il est mis en avant les difficultés en termes environnementaux, particulièrement au titre de l'énergie, avec des coûts énergétiques qui sont complètement en fond, et d'où la nécessité de revoir des choses. La reconstruction des EHPAD, complètement dans cette démarche-là aussi, et bien entendu, c'est pour ça qu'elle est absolument indispensable. Mais maintenant, pour répondre pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'isolation par l'extérieur,
On sait bien que ce n'est pas tout à fait notre sujet. Voilà, on n'est pas enfermé dans une quadrature du cercle mortifère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On maintient à ce que cet hôpital soit véritablement conservé dans sa fonctionnalité d'un hôpital du territoire, de fonctionnement du territoire en complémentarité avec l'établissement premier qui est le CHPA, le centre hospitalier de Vannes, avec bien entendu des dispositions et des complémentarités au titre des personnels, notamment médecins, notamment médicaux, pour pouvoir exercer sur le site de Clermont. Et je pense qu'aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Les retours que j'ai, notamment de ces personnels médicaux qui viennent de l'extérieur, sont plutôt satisfaisants, même si tout n'est pas parfait et qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont certainement à revoir et à corriger. Je me permets quand même de dire que le SIDOM est supervisé par le directeur du CHPA, donc c'est lui qui a lancé aussi l'idée de construction du site. C'est un satellite du CHPA. C'est un satellite, c'est lui qui est. C'est un satellite du CHPA. C'est quand même lui qui dirige. Bon, bah oui, je sais, le SIDOM, il s'occupe de la. Maintenant, le marché a été attribué au SIDOM là-dessus. C'est eux aussi qui s'organisent pour les vêtements, les nettoyages, etc. Aujourd'hui, l'hôpital se concentre sur son activité hospitalière et à côté, il crée des satellites pour tout ce qui est des annexes. Bien sûr qu'il s'agit de conforter la proposition de l'offre de soins généraux. Il ne s'agit pas forcément de mettre en avant uniquement l'aspect climatique et l'isolation des bâtiments. Je suis quand même sur ce point. Seulement, on voit bien qu'il n'y a quand même pas une proposition très forte de la part de l'ARS. D'un point de vue immobilier, je parle. D'un point de vue immobilier. Il n'y a pas eu des efforts dans la répartition des différentes emplois. On s'en souvient suffisamment. Ok. Deuxième question. Alors, c'est donc un autocollant qui est très parlant et provocateur. Donc, moi, je vais vous ouvrir un petit peu. À la fois, c'est une interdiction de drapeau, de parti communiste, de manifester et de terrorisme. Bon, la façon d'écrire zéro, etc., nous attire l'œil sur zéro tolérance, je pense à l'extrême droite. C'est intéressant que l'annonceur se fasse un lui-même, et ce serait intéressant de connaître qui est derrière cette proposition, puisque ça met en doute aussi on m'a interrogé sur la volonté de la ville. Est-ce que c'est une zone libre de discrimination? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que l'article 418 du Code de la route interdit l'affichage sur les panneaux de signalisation. Une amende prévue de 1500 €. Donc ce n'est pas un acte isolé, ni anecdotique. Voilà. Soit on porte plainte pour identifier les auteurs et il y a un rappel à la loi. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Alors, la pratique, je dirais, d'apposition d'autocollants sur la signalisation routière, elle n'est malheureusement pas isolée. Elle n'est pas le fait d'une seule mouvance. On constate ainsi des collages qui sont liés soit à des associations de clubs de supporters et à des organisations syndicales. Le plus souvent effectué par les participants d'un cortège. Lundi dernier, jour de reconnaissance de l'État de Palestine par la France, on a également pu relever des inscriptions devant l'hôtel de ville. Ces pratiques étant souvent observées lors de fortes affluences, il n'est pas nécessairement pertinent de réaliser un dépôt de plainte car l'auteur est difficilement identifiable. Pour autant, toute constatation fait l'objet d'une remontée de la police municipale vers la cellule de renseignement de la gendarmerie nationale. Lorsqu'une identification s'avère possible, le dépôt de plainte est bien effectué et une amende administrative est également appliquée au titre de la police de l'environnement. De plus, les agents des services techniques procèdent régulièrement à des campagnes d'enlèvement de ces autocollants.
La mise en place de la vidéoprotection devrait permettre de dissuader ce type de pratique et potentiellement d'identifier des auteurs et ainsi faciliter les poursuites. Voilà ce que j'ai à dire sur ce question. Troisième question. Microfolie. Le dispositif microfolie associé à la visite de la chapelle des Carmélites est un atout majeur pour satisfaire les visiteurs de passage dans notre ville. Il est urgent de flécher l'accès au musée numérique, qui reste confidentiel pour l'instant, et de mettre largement en évidence le lieu culturel par les canaux informatifs. Alors, depuis son ouverture en mai dernier, Microfolie voit sa fréquentation augmenter. Ainsi que, bien entendu, il y a pas mal de classes qui sont accueillies. Avec la rentrée scolaire, on y a, le risque confirmé. Prochainement, il y a des enfants de la crèche qui seront reçus. Et également des résidents d'EHPAD. Toutes les générations y sont. Les récentes journées européennes du patrimoine ont démontré la pertinence du lieu avec l'exposition Cache-Cache-Ville dans la chapelle, couplée à une exposition numérique sur le patrimoine architectural dans la Microfolie. Lors de l'ouverture, une signalétique provisoire a été mise en place. De récents échanges avec l'architecte des bâtiments de France, on y est toujours, devraient nous permettre d'apposer une signalétique beaucoup plus visible et respectant le caractère patrimonial du lieu. C'est vrai, c'est pas fini, mais on y est. Question 4, dernière question. On a déjà résolu. On voulait finaliser le règlement d'attribution des subventions. Voilà. Oui, c'est vrai. On a pris rendez-vous avec Maurice. Quand pourriez-vous travailler en donnant une date butoir? C'est vrai que cette date butoir, puisque l'attribution des subventions en classification fait l'objet d'un examen préalable en commission ad hoc. Et c'est vrai que certains domaines comme le sport, il y a des critères qui sont déjà quantitatifs, qui sont déjà en place, et les associations respectent un peu globalement les calendriers mis en place. Maurice, tu parles un peu là-dessus. Je sais qu'il y a une enveloppe globale a été inscrite au moment du BP, c'est bien là-dessus qu'on le fait. Un dépoussiérage des critères pourra effectivement être effectué par ce groupe de travail, puisqu'on avait bien promis de le faire. Et tu l'as programmé, Maurice? Alors, mercredi 8 octobre. Avec les représentants, bien entendu, des qui souhaitent y être. Le groupe, il est constitué. Chantal, Nicolas, Hervé, Marie-Aline Nicolaso, pour le côté finance avec Jacques. On a Stéphane Simon, il y a Guillaume Gendré, il y a aussi Gérard Payot et Christophe Jonan. Voilà, et moi, c'est à peu près ça. La moitié du conseil. Très bien, vous travaillez là-dessus. Ok, bah écoutez, c'était le dernier point du conseil municipal. Je tiens à vous en remercier. On se retrouve pour